Bienvenue à Mémoire du passé. Aujourd'hui, nous commençons l'émission à Labelle où l'on retrouve entre autres une gare qui a été très importante dans l'histoire et qui aujourd'hui est un lieu de prédilection pour les touristes. Également, nous nous rendrons à La Minerve, un lieu qui était et est toujours un lieu de prédilection pour les chasseurs et pêcheurs avec ses 136 lacs. Toujours en compagnie de l'historien Michel Allard, découvrons ensemble des pans de l'histoire de ces deux municipalités. Encore une fois, aujourd'hui, Michel, on a préparé toute une émission pour nos téléspectateurs et malgré la température, nous, on est d'attaque. On commence aujourd'hui, on se trouve à la Pointe-à-Fidim, tout juste sur le côté de la Rivière-Rouge. Et on croit savoir que c'est ici que le 8 septembre 1878, le curé Labelle aurait fondé la mission de la Nativité de Marie. Le curé Labelle, quand il est venu ici, mais il était venu déjà. Puis il a vu cette chute-là là-bas, cette belle chute-là. Puis il dit là, bien, c'est important, on va fonder ici, d'autant plus qu'il y a des colons qui sont venus s'installer autour. Donc, on a fondé la mission de la Nativité. La nation de la Nativité, et puis à ce moment-là, bien, ça s'est commencé à se développer tout autour. Et puis, on a même une photo qu'on a trouvée, une photo d'époque, on les montre probablement ici, où on trouve un monsieur Filion, ensuite qui était un agent des terres, ensuite on retrouve le curé de Saint-Jovite, le curé Ouimet, on trouve aussi M. Duhamel, qui est le grand coordonnateur de toutes les terres, le curé Labelle, ensuite son ami Arthur Buis, ensuite Isidore Martin qui le suivait partout, puis un canot. Donc, il montre qu'il venait quand même ici en canot. Bon. Or, c'est comme ça que le curé Labelle, on sait qu'il a dit ici la première messe qui fondait la paroisse de la Nativité. Et là, la paroisse s'appelait la paroisse de la Nativité, oui. Mais ici, on appelait ça la chute aux Iroquois. Ah oui, mais attendez, oui, vous avez raison. La paroisse s'appelait la Nativité. Et lorsqu'on a fondé la municipalité, on l'appelait la municipalité du canton de Joly, qui était premier ministre à ce moment-là. Mais pourquoi chute aux Iroquois? Là, il y a une légende. Une légende qui nous dit qu'il y a 3 jeunes Iroquois qui ont descendu des rapides, ici, de la chute, là, et puis ils sont noyés. Il y a une autre version qui dit que c'est 3 Algonquins. Bon, en tout cas, c'est le nom de chute aux Iroquois qui est resté. Et on parlait toujours de chute aux Iroquois, canton de la municipalité du canton de Joly, ou non, on ne parlait pas de ça, de la chute aux Iroquois. Et ça a duré jusqu'à temps que le curé Labelle décède. Quand le curé Labelle a décédé, là, à ce moment-là, on a changé le nom, puis on a appelé ça Labelle, en rappel au curé Labelle. Quelques années après son décès. Et depuis le début, le pont qui est derrière nous avait été bâti donc, depuis à peu près 1878. Oui, oui. Et ça a relié les deux rives, ce qui fait que la municipalité s'est développée de part et d'autre de la rivière. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un pont. Il y en a eu 3. Il y en a eu 2. Après ça, le pont, il ne fonctionnait plus. C'était plus bon. On a mis un pont couvert, puis le pont qu'on voit actuellement. En plus de ça, ici, sur le côté ouest, il y a une première scierie qui avait nommé terrien de scierie, et en même temps un moulin à bois puis un moulin à farine. Et puis, il y en a eu d'autres qui sont installés sur l'autre côté. Et donc, à ce moment-là, les scieries, c'est devenu une chose importante dans l'histoire ici. Ensuite, finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que non seulement il y a eu des scieries, mais la drave au printemps. Regardez là-bas, c'était comme un entonnoir. Ça veut dire que quand les bio arrivaient ici, ils se répandaient partout. Fait qu'il y avait toujours des draveurs qui restaient ici pour replacer les bio, puis qui continuaient à suivre le cours de ce qu'on appelle aujourd'hui le boulevard de la Drave, qui s'appelait la Rivière-Rouge. Fait que voilà tout ce qui nous reste dans le fond. Et c'est qui est quand même important, et c'est un lieu qui parle en lui-même.
On se trouve dans le musée de la gare de la Belle parce que, Michel, il faut se rappeler, en 1893, le train arrive ici à ce qui s'appelait à l'époque la chute aux Iroquois. L'année suivante, le trajet Montréal-la Belle prenait quand même 5 heures en train. Et là, bien, on est dans un musée. Ben oui, mais là, il faut qu'attendez, là. Mais le musée, il est dans un édifice. Et l'édifice, c'est la deuxième gare. Ici, on voit, ici, c'est la deuxième gare. Qu'est-ce qu'elle avait spécial? C'est du style qu'on appelle cottage orné. Bon, demandez-moi pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Bon, en haut, il y avait la résidence du gardien, du chef de gare qu'on appelle, qui avait sa résidence, restait ici avec sa famille, donc il pouvait être ici tout le temps. Ensuite, il y avait, si vous voulez, en bas, une place pour acheter les billets, etc. Mais il y avait aussi l'Express. L'Express, ça, c'est quand il y a des produits qui arrivaient de Montréal ou de Saint-Jérôme, puis il fallait que ça parte vite. Fait qu'on les rentrait dans cette porte-là, puis ils pouvaient tout de suite sortir par en arrière. Bon. Mais ce qui est particulier, il y a deux choses de particulier ici. Premièrement, c'est la salle d'attente. Dans la première gare, il y avait une salle d'attente. Mais là, on a décidé d'en faire deux. Une pour les hommes, une pour les femmes. Bien, savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on disait, les femmes, là, quand elles sont avec les hommes ont tellement un langage grossier qu'il ne faut pas qu'ils entendent ça, ce langage rude puis grossier. Puis deuxièmement, vous savez, à ce moment-là, on chiquait, hein? Donc, il y avait partout des crachoirs. Pour le tabac. Ben oui, parce qu'on crachait. Une chic, on le met dans la bouche. Au lieu de fumer, on le met dans la bouche, puis on fait comme une gomme. On mange ça. Les femmes ne chiquaient pas. Ben non, mais là, tu dis, les femmes, voir ça, là, ces crachoirs-là, puis voir les hommes cracher là-dedans, il ne faut pas qu'ils voient ça. Donc, on avait fait deux salles d'attente. La deuxième particularité, était à l'état actuel. Voici la deuxième particularité, c'est que où nous sommes, ici, c'est dans l'intérieur du musée. Mais le musée, avant, c'était l'endroit où on conservait les bagages, on conservait les marchandises qui arrivaient de Saint-Jérôme, qui arrivaient de Montréal, et il y en a que ça durait, elle pouvait rester ici, donc on s'en servait. Dans le fond, c'est un entrepôt. Donc ici, c'est ça, c'était un hangar. Oui, ben là, c'est un hangar. Et le musée, Michel, c'est pas seulement qu'à l'intérieur, hein? Non, non. Le musée, c'est pas seulement à l'intérieur. À l'extérieur, voyez-vous, on a une caboose. Alors, la caboose, ça, c'était le dernier wagon d'un train de marchandises. Des fois, il y avait un serre-frein là-dedans et le personnel qui devait travailler sur le train, bien, c'est là qu'il demeurait. Deuxièmement, à l'extérieur, on a, si vous voulez, une signalisation pour les passages à niveau. Et puis aussi, on a un cadran solaire qui n'était pas là à ce moment-là, mais il faut se rappeler que les trains, à l'époque, fonctionnaient sur l'heure normale. Or, tout ça ensemble, intérieur, ce qu'il y a ici, extérieur, ça fait un musée. Et ce qui est particulier, c'est que le long de la voie ferrée, c'est la seule gare qui est devenue un musée. C'est ce que j'allais vous dire. La gare était vraiment grande, hein, à l'époque? Oui, la gare était très grande. Mais pourquoi qu'elle était grande? D'abord, quand le train est arrivé ici en 1893, c'est le terminus. C'est le terminus, ça veut dire tous ceux qui restent plus loin, qui restent, par exemple, ce qui s'appelait l'Annonciation, le rapide de l'Orignal, à Nomineng, il fallait qu'ils viennent chercher leurs marchandises ici. Mais il y avait un chemin qui s'appelait le chemin Chapelot, qui partait d'ici, à l'extérieur de la Belle, et qui se rendait jusqu'à Nomineng, et qui se rendait jusqu'à Kiamika. Donc, il fallait bien qu'il y ait une place pour entreposer. Alors ça, c'est fait qu'à ce moment-là, étant terminus, bien, écoutez, ça donnait de l'activité, etc. Deuxièmement, ce qui est arrivé, c'est que quand on a fait le tronçon du train qui s'est rendu jusqu'au rapide de l'Orignal, qui est Mont-Laurier aujourd'hui, lorsqu'il s'est rendu jusque-là, on s'est rendu compte d'une chose. Ici, là, on était à mi-chemin, ou à peu près, entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier. Or, c'était donc un endroit important. Or, non seulement l'endroit est important lui-même, c'est qu'on avait même un train qu'on appelait le Wabano, qui faisait tous les jours, qui partait d'ici et s'en allait à Mont-Laurier. Or, le Wabano, en cri, ça veut dire sorcier, et puis en algonquin, si vous voulez, ça veut dire étoile du matin. Pour montrer l'importance, il y avait toujours une locomotive ici qui attendait, parce que quand on montait ou on descendait les côtes, soit du côté de la Conception, soit du côté du lac Saguet, bien, ça prenait de l'aide, fait qu'il y avait une locomotive d'espère, qu'on dirait, de rechange. Bon, ensuite, si on va à l'extérieur, on voit qu'il y a plusieurs vestiges. Il y a un vestige d'un cendrier. Il y a un cendrier
pour vider les dessous des locomotives. Il y a aussi un garage pour les locomotives. Il y a aussi une table tournante qui permettait à une locomotive de changer de direction. Et il y a aussi un château d'eau, c'est-à-dire que, vous savez, ça fonctionnait à la vapeur, donc ça prenait de l'eau. Et puis, il y avait une soute à charbon aussi, puis ça prenait du charbon puis de l'eau pour faire de la vapeur. Et puis, bien, voyez-vous, tout ça, c'est à l'extérieur, ce sont des vestiges qui restent à ce moment-là, de la gare et de la station d'ici à Labelle. À l'ancienne chute aux Iroquois. Et donc, cette station-là a eu une immense importance et des conséquences sur la municipalité de Labelle. Énormément. D'abord, la première conséquence, c'est que les gens arrêtaient ici. Que ce soit les commis voyageurs, que ce soit les premiers touristes, les excursionnistes. Bon, il fallait qu'on arrête ici. Deuxièmement, c'est qu'il y a beaucoup de commerces qui sont développés, en particulier les hôtels, les restaurants. Troisièmement, à cause de cette situation, il y a beaucoup de scieries, il y a plusieurs scieries qui sont ouvertes autour et des chantiers, c'est-à-dire où on coupait le bois, parce que c'était facile de les ramener jusqu'ici. Et puis, finalement, les cheminots, il fallait bien qu'ils restent à quelque part, ceux qui travaillaient ici. Bien, la plupart demeuraient à Labelle. Finalement, on se rend compte que la population, à partir de l'arrivée du train en 1893 jusqu'à 1911, la population a plus que doublé. Alors, donc, c'est eu une grande importance sur le développement de Labelle, la chute aux Iroquois. Tout près d'où on se situe actuellement, Michel, à Labelle, il y a eu un laboratoire qui a servi d'abord à la mine de Grenat, puis devant l'échec de la mine de Grenat, a ensuite servi pour la mine de graphite. Oui, le laboratoire, vous savez-vous, on apportait des morceaux, par exemple des morceaux de graphite. On les amenait là, on les broyait, on les lavait. Après ça, on séparait le graphite s'il y avait d'autres éléments. Et puis, on le séparait aussi par grandeur. Et là, on l'envoyait avec le train. Donc, la mine de graphite, ça a été très, très important. Mais ça, c'était un vieux rêve du curé Labelle, vous savez. Le curé Labelle ne voulait pas juste une colonisation agricole, il voulait aussi l'exploitation des mines. En disant que toutes ces montagnes-là, ils ont sûrement des minéraux importants. Effectivement, ici, ce qui s'est passé à Labelle, c'est que dans les années 1883, il y a deux frères, les frères Vinet, qui sont venus ici. C'était des Français. Puis eux autres, ils se promenaient dans la montagne avec une petite roche, avec un petit marteau, si vous voulez, puis ils tapaient ces roches pour essayer de trouver des roches qui avaient différentes choses. On dit que c'est grâce à eux autres qu'on a trouvé du grenat, qu'on a eu des mines de grenat. Ils n'ont pas vécu très longtemps. Il y en a plusieurs plusieurs compagnies se sont succédées. Il y a même, à un moment donné, on faisait venir du monde par train pour le visiter, puis en même temps, le vendre des parts dans la mine de grenat. Bon, et tout ça, à un moment donné, bien, ils ont fait faillite et ça l'a arrêté complètement. Tant qu'à la mine de grenat, c'était nommé Oscar Clos. Là, quand ici, Oscar Clos, c'était la mine. À un moment donné, ça y a appartenu, la mine de graphite. Après ça, c'était plus lui, mais c'était le maître d'œuvre. Et c'est lui qui avait tout organisé le laboratoire qu'on a vu. Et en particulier, lui, il avait même, si vous voulez, patenté différents outillages pour pouvoir arriver avec un graphite le plus peu possible. Il visait 80 à 85 %. Oui, et puis lui, en 1980, ce qui est arrivé, c'est que la mine a fermé, le laboratoire est fermé, et c'est la municipalité qui a pris possession du terrain. Après ça, c'est devenu un CPE. Michel, on se trouve devant le lac des Airs, l'un des nombreux lacs de la municipalité de la Minerve. Puis d'ailleurs, le territoire de la Minerve est très important en superficie. C'est d'ailleurs la deuxième plus grande municipalité de la MRC des Laurentides. Oui, voilà. Vous avez raison. Et la Minerve, comme beaucoup de municipalités, c'est le curé Labelle qui est venu ici autour des années 75-78 et puis qui a dit qu'il a planté une croix. Pas loin d'ici, on ne sait pas trop où. Il a planté une croix en voulant dire on aurait une chapelle. Bon. Et puis là, il y a des journalistes du journal La Minerve, marqué un journal, qui sont venus dans le coin. Puis on appelait ça une colonie à ce moment-là. Ils appelaient ça la colonie de la Minerve. Puis après ça, c'est devenu le canton de la Minerve. Or, la Minerve, le journal de la Minerve, écoutez,
C'est le journal, un des journaux les plus importants au Québec. C'est l'équivalent du Journal de Montréal aujourd'hui ou de la presse. Alors, donc, eux autres, ils ont fait de la publicité. Mais pourquoi la Minerve? Qui sait que c'est la Minerve? C'est une déesse. C'est une déesse romaine. C'est la déesse de la guerre et c'est la déesse de la sagesse. Et aussi, c'est la déesse des arts, des lettres, etc. Bon, donc, la Minerve commence à ce moment-là. Mais là, à un moment donné, dans les années 1880, il y a un nommé notaire Lefebvre de Waterloo qui, lui, a acheté des terrains avec ses amis ici. Il a acheté des lots. Et puis, ça a été... Bien, lui, il n'a pas lui-même exploité, mais il a construit un moulin à farine, puis un moulin à blé, qui était juste ici, pas loin. Puis il a construit aussi une sucrerie. Alors, ce qui était drôle, ce qui s'est arrivé, c'est que au début du 20e siècle, les scieries, ça a été l'industrie la plus importante ici. Et maintenant, vous savez combien il y a une quinzaine de sucreries qui existent encore. Donc, certaines sont commerciales et d'autres privées. Bon, donc il vient ici. Les deux premiers colons, il y a Isaac Grégoire et il y a Joseph Laramée. Bon, donc on s'installe ici, on se pense bien. Là, on construit une école, puis tout le monde pense que le noyau... Ah oui, on a même un terrain pour construire l'église, tout est fait, tout est arrangé. Puis là, on pense que le noyau villageois va se construire ici. Et où se construit un noyau villageois, Michel? Il faut qu'il y ait une chapelle. Et à l'instar de plusieurs municipalités des Laurentides, il y a eu une chicane. Ben oui. Là, ici, on veut en avoir une ici, mais il y a un groupe qui était dans le rang 6, un peu plus loin, et les autres voulaient l'avoir là. Bon, là, la chicane a commencé, ça a duré 10 ans. Finalement, ils ont fait une espèce de référendum. Il y en a 16 qui ont voté pour l'Église actuellement, donc dans le village actuel, et puis il y en a 14 qui ont voté contre. Ils veulent voter pour le lac désert. Mais c'est pas le lac désert n'a pas eu sa chapelle. Or, n'ayant pas sa chapelle, c'est sûr que le noyau villageois s'est construit ailleurs. Mais il est arrivé quelque chose qui aurait tout relancé. Dans les années 1900, vous savez, la tuberculose, hein, ça tue beaucoup de monde. Et il y a un nommé Bruno, qui était à Montréal, qui travaille dans une fonderie. Sa femme meurt de la tuberculose. Sa deuxième femme meurt de la tuberculose. Et là, on lui dit, écoute, il faut que tu s'en ailles à quelque part où il y a de l'air pur. Fait que donc, comme son frère était ici à la Minerve, il vient avec son frère, il s'installe ici, il retourne à Montréal, il revient en tout cas, peu importe. Et là, ses fils, ses enfants vont rester ici. Et là, à un moment donné, ils vont ouvrir une pension qu'on appelle la pension Bruno. Et là, tranquillement, autour d'ici, les lots vont se vendre pour construire des chalets, puis par la suite, qui vont devenir des résidences principales. Et c'est comme ça qu'autour, ici, au lac désert, s'est formé une espèce de hameau qui continue à exister. Et il y avait aussi, à l'entrée du chemin, un peu plus loin, il y avait un hôtel, l'hôtel du lac désert Inn. Alors, donc, finalement, cette partie du lac est devenue aujourd'hui non plus des chalets de fin de semaine, mais la plupart sont des résidents plein temps. Michel, quand on se promène dans les Laurentides, si on prend le temps d'observer, on voit souvent des croix de chemin comme celle derrière nous. Et à la Minerve, bien, ça ne fait pas exception, il y en a plusieurs, sauf qu'ici, il y a une histoire particulière qui est associée aux croix de chemin. Oui, très, très particulière. Voyez-vous, ici, à la Minerve, dans le début des années 20, il y avait beaucoup de fermes. Bon. Et puis, en 1922, il est arrivé une épidémie de sauterelles. Puis vous savez, quand les sauterelles arrivent dans un champ, ils bouffent tout. Puis quand ils ont tout bouffé dans un champ, ils passent dans un autre, etc. Et donc, ça détruit les récoltes? Ça détruit les récoltes. Fait que le curé, qui était le curé Leclerc, je crois, lui, il a dit à ses paroissiens, il dit, écoutez, on va faire une neuvaine. C'est quoi une neuvaine? C'est que pendant 9 jours, on va prier. Vous allez venir à l'église, puis on va prier. Puis, au bout de la neuvaine, si les sauterelles sont disparues, vous me promettez de construire ou d'ériger dans chaque rang une croix de chemin. Fait que les gens, ils ont prié, ils allaient à l'église presque tous les jours, ils essayaient d'y aller, même si l'église était un peu loin, les chemins, c'était pas comme aujourd'hui. Bon, et finalement, tout à coup, les sauterelles sont disparues. Fait que là, dans chaque rang, il y avait 11 rangs ici. Chaque rang, on a érigé une croix de chemin. Il en reste 9. Et ce sont les gens du rang qui s'en occupaient.
C'est-à-dire que c'est eux autres qui s'en occupaient de l'entretenir, de la peinturer, de tout nettoyer autour, etc. Et puis, bien là, ça a continué comme ça pendant plusieurs années. Et maintenant, c'est la municipalité qui aide les gens à entretenir la croix. Parce que, vous savez, il y en a des Laurentides, mais il y en a dans l'inventaire. Je pense que vous savez le nombre qui sont dans l'inventaire. Effectivement. Bien, en fait, si on extrapole dans les Laurentides, des croix de chemin, il y en avait beaucoup. Oui. Et en 2013, dans le patrimoine culturel des Laurentides, la MRC avait répertorié 18 croix de chemin, dont 9 ici, donc la moitié à la Minerve. Mais elles ont toutes à peu près la même, elles sont toutes à peu près faites pareilles, avec les mêmes... C'est-à-dire que oui et non. Là, ce qu'on appelle une croix de la Passion, celle-là. Regardez en haut. Là. Quand vous arrivez en haut, vous avez un coq. Le coq, ça veut dire qu'il y a deux définitions. Soit que Saint-Pierre qui a renié le Christ le jeudi saint, le Christ il a dit « Pierre, tu me renieras 3 fois avant le lever du soleil ». Bon, le lever du soleil, c'est le coq. Et ça veut dire aussi l'espérance. Alors, le coq, c'est un symbole d'espérance. Vous avez un peu plus bas, Iénérie. Ça, c'est... On avait mis ça sur la croix du Christ. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était un peu en dérision, ça, de ce qu'il prétendait. Ensuite, vous regardez sur la hampe, là, il y a d'abord, une éponge. Or, le Christ, quand il était sur la croix, il a eu soif. Alors, il a demandé qu'on lui donne à boire, mais on lui a donné du vinaigre. Et puis, vous avez la lance à côté. Et la lance, ça signifie qu'on voulait vérifier si c'était réellement mort, fait qu'on lui a planté la croix. Au centre, le cœur, c'est le cœur de Jésus-Christ, et qui rayonne. Voyez-vous, il y a des rayons tout le tour. C'est le cœur qui rayonne sur l'univers, etc. Puis en bas, là, vous avez un ostensoir. L'ostensoir, vous savez, on conserve en dedans l'Eucharistie. Bon, alors, ça présente l'Eucharistie, si vous voulez, le Christ que, à la messe, etc. Bon, ça fait partie de, si vous voulez, du rite de la région catholique. Des fois, on a une Sainte Vierge en bas, parce que Marie, la mère de Jésus, elle avait prié au pied de la croix pendant que son fils était sur une croix. Donc, on voit que chaque élément n'est pas là par hasard, a une très grande signification. Oui. Puis au-delà d'être des croix de chemin par rapport à l'épidémie de sauterelles, par exemple, ici, les croix de chemin, ici et dans les Laurentides, ont eu d'autres fonctions au fil du temps. Oui, d'abord, la croix de chemin, ça peut, à un moment donné, signifier la prise de possession des territoires. Par exemple, pas dans les Laurentides, Jacques Cartier, quand il est arrivé, il a planté une croix à Cartier. Bon, à Gaspé. Donc, il y a cette signification-là. Il y a une deuxième, c'est le curé Labelle, qui, dans chaque fois qu'il voulait qu'il y ait un village, il plantait une croix. Et puis, finalement, c'était un lieu de culte. Alors, le soir, là, à l'été, le mois de mai, c'était le mois de Marie. Le mois de juin, c'était le mois du Sacré-Cœur. Et tous les soirs, les gens venaient prier. Au pied de la croix. Oui, et ça permettait aux garçons de rencontrer les filles, etc. Bon, voilà. Alors, c'était donc un lieu de culte. Mais aujourd'hui, bien, ça a une valeur, si vous voulez, historique. Ça a une valeur esthétique. Ils sont belles, ces croix-là. Et puis, bien, ça nous rappelle que la religion, autrefois, a joué un grand rôle dans la vie des Québécois. C'était pas quelque chose d'à côté, c'était quelque chose qui faisait partie de leur vie quotidienne. Alors voilà l'histoire des croix de chemin à la Minerve. Michel, on se trouve devant la ferme de M. Isaac Grégoire, qui serait l'un des premiers colons à s'être établi sur le territoire de la Minerve. Oui, vous avez raison. Voyez-vous, Isaac est arrivé, lui, en 1885, avec le notaire Lefebvre. Et il a été son surintendant quand ils ont construit un moulin à bois puis un moulin à farine. Mais, puis il a appris aussi à faire du sucre. Du sucre d'érable, du sirop d'érable. Et puis là, bien, l'année suivante, il a décidé de s'acheter un lot, 1886. Et il a commencé à construire la maison qui est là en bas. Et puis, ça y a pris une partie de l'année. Puis après ça, bien, il est allé chercher son épouse, qui c'était une dame d'Aragon, son épouse et ses enfants, puis ils sont venus ici en 1887. Ça veut donc dire que la maison, une partie de la maison, date, au moins les fondations, datent de cette époque-là.
Et puis, lui, bien, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il y avait, si vous voulez, c'était une ferme de subsistance. Une ferme de subsistance, il faut que tu fasses tout. Là. Il faut d'abord que tu cultives, mais cultiver pour nourrir les animaux. Après, un potager aussi pour nourrir, d'avoir des légumes, etc. Ça prend quelqu'un qui est chasseur, mais il faut dire que dans le coin, il y a beaucoup de chevreuils. Il y a un cirque connu à la Minerve. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est capable c'est un menuisier, parce qu'il faut construire. C'est un bûcheron, parce qu'il faut aussi... se chauffer. Se chauffer. Ensuite, bien, l'épouse, il faut qu'elle soit capable de faire des vêtements, il faut qu'elle soit capable de faire de la nourriture, des confitures, etc. Donc, si vous voulez, c'est une économie de subsistance. Ici, il n'y avait pas juste la ferme, il y avait une sucrerie un peu plus loin, ce qui fait que la sucrerie était là aussi pour l'aider à manger, ce que vous voulez. Bon. Ah, on est rendu maintenant à 5e génération. 5e génération. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une ferme de vaches à bœuf. C'est-à-dire que c'est des animaux qu'on élève et qu'on vend sur le marché. Et quand vous dites 5e génération, c'est effectivement les descendants. Les descendants d'Isaac Grégoire. Par conséquent, c'est une ferme qui a toujours été en opération. Et puis que, bien, selon les années, selon les circonstances, à un moment donné, on se spécialise plus dans telle chose ou telle autre. Il faut dire aussi que c'était isolé, parce que jusque dans les années 45, il n'y avait pas d'électricité ici. Et non seulement il n'y a pas d'électricité, mais les chemins, ce n'est pas des chemins comme aujourd'hui. Fait que les gens restaient pas mal, si vous voulez. Il fallait qu'ils soient une auto capable de se subvenir à eux-mêmes. Autosuffisant. Et puis bon, fait que c'était comme ça pendant un bon bout de temps, mais après ça, la Minerve a pris de l'expansion. Et aujourd'hui, il y a encore quand même plusieurs fermes qui existent. Et on est tout à côté du lac Chapleau, qui lui tient son nom d'une visite de journalistes en 1885. Et c'est eux qui l'auraient nommé ainsi en l'honneur de M. Chapleau. Ah, vous avez en partie raison, mais le lac s'appelait le lac des Longues Pointes. Ah, eux, ils l'ont changé pour le lac Chapleau. Pourquoi? Chapleau, c'était un actionnaire du fameux journal La Minerve. Non seulement c'est un actionnaire, mais ça a été aussi le premier ministre du Québec. Ça a été aussi un ministre au fédéral et c'est nommé, finalement, il a été un gouverneur, le lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, le lac a pris le nom du lac Chapleau. Et puis, et par rapport à ça, il s'est allé plus loin. C'est que lui, il en a eu possession de l'île et de ce qui est la presqu'île aujourd'hui, et c'est devenu si vous voulez, l'île qui appartenait à Chapleau sur le lac Chapleau.